Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 6 qui concerne le cas numéro 2 des titrages. Donc, on a déjà vu dans la capsule précédente le titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, dans cette capsule-ci, on va inverser l'analyte et le titrant de sorte qu'on va titrer une base forte par un acide fort. Donc, si vous avez déjà compris les calculs qu'on a fait dans la capsule précédente, vous allez voir, ce titrage-ci, ça pourrait être très différent en termes de concept et en termes de calcul. Donc, je vous amène à ma présentation PowerPoint qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a déjà fait dans la capsule précédente. Donc, diaporama à partir du début. Donc, on est toujours dans le chapitre 6, section 6.4 qui concerne les titrages potentiométriques. Ce que je vous présente à l'instant, c'est le cas numéro 2. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, on va titrer une base forte par un acide fort. Vous reconnaissez le schéma d'un titrage. Donc, vous avez l'analyte qui est à gauche ici et vous avez le système de titrage qui est à droite avec le titrant qui est dans la burette et le milieu réactionnel qui est, dans le fond, là où le titrant et l'analyte se rencontrent. Donc, c'est là que la réaction chimique se produit. Donc, pour l'exemple du cas numéro 2, j'ai pris un acide fort quelconque, donc le HCl avec une concentration que j'ai mis au hasard, là, 0,2 mol par litre. Et j'ai pris du NaOH, qui est une base forte, avec une concentration quelconque que j'ai utilisée dans ce cas-ci, 0,6 mol par litre, qu'on va transférer dans notre milieu réactionnel ici, que j'ai mis en vert. Et j'ai pris un volume arbitraire, donc j'ai supposé que mon volume d'analyte dans ce cas-ci était de 10 millilitres. Donc, vous êtes déjà en mesure de reconnaître un acide fort, donc c'est parmi ceux que vous connaissez déjà par cœur. Base forte, ce sont les bases qui contiennent l'ion OH-. Les concentrations, donc je les ai choisies arbitrairement pour présenter ce cas numéro 2 là. On se rend compte que dans la burette, c'est du HCl, donc on imagine qu'au fur et à mesure que le titrage va se dérouler, mais le pH du milieu réactionnel va descendre, étant donné qu'on rajoute un acide à notre système. Donc, je vous rappelle les concentrations et les informations qu'on a concernant ce titrage-là actuellement. On a la concentration de l'analyte qui est de 0,6, donc votre NaOH. On a la concentration du titrant qui est de 0,2 mol par litre. On a le volume d'analyte, dans ce cas-ci, qui est de 10. Il nous manque deux informations avant de commencer. Donc, le volume au point d'équivalence et le volume au point de demi-neutralisation. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans une capsule précédente, là, c'est vraiment important d'avoir ces 5 informations-là avant de commencer des calculs de pH. Là. Donc, ces informations-là vont nous aider à déterminer à quoi notre titrage va ressembler. Donc, souvent, il va vous manquer une ou deux de ces informations-là. La formule qu'on va utiliser pour les déterminer, c'est une formule qu'on a déjà vue. Donc, la formule N2C1V1 est égale à N1C2V2. Encore une fois, super important, dans le cas des titrages, cette formule-là correspond au point d'équivalence. Donc, le volume 1, volume 2, là, donc c'est le volume 1 qu'on utilise au point d'équivalence et c'est le volume 2 qu'on utilise au point d'équivalence. Ça va? Donc, ce qu'on a comme information, donc l'équation balancée entre le HCl et le NaOH est la suivante. Donc, un acide plus une base donne de l'eau plus un sel. Dans ce cas-ci, le sel, c'est du NaCl, donc du chlorure de sodium. Et l'équation balancée, bon, est assez simple. Là. Les coefficients stoichiométriques sont tous de 1 pour 1. Donc, un HCl, un NaOH donne un H2O, un NaCl. Donc, ce ne sera pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, c'est 1 pour 1. Donc, il nous manque l'information pour le volume du point d'équivalence de HCl et le volume du PDN pour le HCl. Donc, on voit la formule ici, N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, j'ai supposé que tout ce qui avait rapport à 1, c'était mon HCl. Tout ce qui a rapport à 2, c'est mon NaOH. De sorte que mon coefficient stoichiométrique 2, c'est celui du NaOH qui est 1. Ma concentration 1, c'est la concentration du HCl qui est de 0,2 dans ce cas-ci. Le volume 1, c'est le volume de HCl au point d'équivalence. Donc, cette formule-là, c'est toujours au point d'équivalence. Mon N1, c'est le coefficient stoichiométrique du HCl qui est de 1. Mon C2, c'est la concentration du NaOH qui est de 0,6. Et mon V2, c'est le volume de NaOH que je vais mettre au point d'équivalence. Mais comme le volume de NaOH, c'est toujours 10, c'est certain qu'au point d'équivalence,
je vais avoir mis 10 ml de NaOH. De sorte que notre seul inconnu, mais c'est le volume de HCl qui est nécessaire pour atteindre le point d'équivalence, donc pour que ça change de couleur. Donc, si on effectue le calcul en isolant V1, on obtient un volume de 30 ml qui correspond à notre PE. Le PDN, c'est toujours la moitié du point d'équivalence. Donc, dans notre cas, ça va être 15 ml. Donc, si je retranscris les 5 informations que j'ai besoin, les voici. Donc, concentration de l'analyte 0,6, concentration du titrant 0,2, volume d'analyte 10, volume au point d'équivalence 30 et volume au point de demi-neutralisation 15. On a l'équation de ce qui se passe dans le milieu réactionnel une fois balancé. C'est ça ici. Donc, ce qu'on va maintenant faire, c'est déterminer le pH à différents moments dans le titrage. Je vais juste tasser la caméra. Donc, on va mesurer le pH du milieu réactionnel, donc ici, à différents moments. Où est-ce que ça tourne, là? Donc, à quel moment on veut le vérifier? Donc, pour avoir une bonne allure du titrage potentiométrique, on va mesurer 7 pH, donc le pH avant le début du titrage, donc avant même d'avoir mis une seule goutte de titrant. Donc, c'est quoi le pH, dans le fond, de mon NaOH? On va le mettre, calculer le pH un petit peu après le début du titrage. Donc, dans ce cas-ci, je pense que c'est 1 ml. Donc, on va mettre quelques gouttes de titrant. On va voir qu'est-ce qui se passe avec notre pH. Donc, on s'entend que le pH descende, étant donné que le HCl, c'est un acide fort qu'on va rajouter tranquillement à notre milieu réactionnel. On va aller voir ce qui se passe au point de demi-neutralisation. On va aller voir ce qui se passe un petit peu avant le point d'équivalence. Donc, normalement, il devrait se passer quelque chose autour du point d'équivalence. On va aller voir directement au point d'équivalence. Et on va aller voir un petit peu après le point d'équivalence. Donc, on voit qu'on prend beaucoup de pH aux alentours du point d'équivalence. Ça, c'est un point qui est super important dans les titrages potentiométriques. Et finalement, on va aller voir très loin après le point d'équivalence pour avoir une allure générale de la courbe de titrage. Le graphique qu'on va effectuer, donc c'est toujours la même chose. Donc, c'est le pH sur l'axe des Y, le volume de titrant en millilitres sur l'axe des X. Donc, si je rapporte les 7 pH que je viens de mentionner en nombre, donc le pH, ça va varier entre 0 et 14 dans mon exemple. Et les volumes, les voici. Donc, le volume à 0, donc c'est le pH. Je parle de petite flèche. Donc, le pH avant le début du titrage, le pH un petit peu après le début, le pH au point de demi-neutralisation, le pH avant le point d'équivalence, au point d'équivalence, après le point d'équivalence, et finalement très, très loin après le point d'équivalence. Donc, j'identifie ici le point d'équivalence est à peu près dans le centre de mon axe des X et le point de demi-neutralisation à peu près au quart de mon axe des X. Donc, je vous invite à faire le graphique en même temps que moi lorsque je vais faire les calculs. Donc, on voit ici les 7 pH qu'on veut mesurer à 0, à 1, à 15, à 29, à 30, à 31 et à 60. Premier pH avant l'ajout de titrant. Donc, je vais juste mettre mon 10 ml de NaOH. Je n'ajoute rien comme qui provient de la burette. Donc, ce que j'ai dans mon milieu réactionnel à ce moment-là, c'est uniquement du NaOH, concentration 0,6 mol par litre, volume 20 ml. Donc, pour trouver le pH, on identifie ce qu'on a dans notre solution. Donc, dans ce cas-ci, c'est simple, on a seulement qu'une base forte. On se rappelle que tout ce qui est fort et tout ce qui est sel, on les dissocie complètement tout de suite. Donc, comme c'est une base forte, on le dissocie. On le dissocie en cation et en anion. Mon cation, c'est du Na+. Mon anion, c'est du OH-. On se rappelle que les cations métalliques sont neutres. Et on se rappelle que OH-, on considère que c'est une base forte. Ma concentration de NaOH, elle ne change pas, étant donné que je n'ai pas fait de dilution ou je n'ai pas changé mon volume. Là. Donc, j'ai uniquement du NaOH 0,6, de sorte que ma concentration de base forte est de 0,6. L'ion neutre, même s'il est présent, on n'en tient pas compte. Il ne va pas affecter notre pH. Donc, comme on a déjà notre concentration de OH-, ben, ce qu'on peut faire facilement, c'est déterminer le pOH, qui correspond à moins log de OH-. Donc, on fait moins log de 0,6, ce qui nous donne 0,22. Ce qu'on veut mesurer maintenant, ce n'est pas le pOH, mais c'est le pH.
Donc, on se rappelle que pH plus pOH, ça donne 14. Donc, c'est une des formules qu'on a déjà vues dans le chapitre 5. De sorte que si on veut le pH, on fait 14 moins pOH, donc 14 moins 0,22. Donc, le pH nous donne 13,18. C'est un pH qui a du sens, étant donné qu'on se retrouve en présence d'uniquement une base forte. Donc, le pH devrait normalement être en haut de 7. Donc, je vais prendre ce pH-là, je vais aller le transposer dans mon petit graphique. Donc, au départ, donc avant d'avoir ajouté quelques gouttes que ce soit de titrant, on a un pH de 13,78. On va aller maintenant voir ce qui se passe lorsqu'on rajoute un petit peu de titrant. Donc, on va aller à 1 ml. On s'attend que le pH descende, étant donné qu'on rajoute un acide fort. Pardon. Donc, on fait comme si c'était un nouveau problème. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre milieu réactionnel? On a deux choses. On a 10 ml de NaOH 0.6 et on a 1 ml de HCl 0.2. On identifie nos substances, donc NaOH qui est une base forte, HCl qui est un acide fort. Comme les substances sont fortes, on va les dissocier tout de suite, de sorte qu'on a du Na+, et du OH- pour le NaOH, et on a du H+, et du HCl pour le HCl. On identifie maintenant nos ions. Donc, Na+, c'est un ion neutre, étant donné que c'est un cation métallique. OH-, c'est une base forte. H+, on a vu que c'est toujours considéré comme un acide fort. Et Cl-, c'est un ion neutre, étant donné qu'il provient, c'est un anion qui provient d'un acide fort. Nos concentrations maintenant vont changer, étant donné que notre volume total a changé. On est rendu avec un volume de 11. Donc, on va faire C1, V1 est égal à C2, V2 pour chacune de mes substances. Donc, mon C1 va être de 0.6, mon V1 de 10 et mon V2 de 11 pour le NaOH. Mon C1 va être de 0.2, mon V1 va être de 1 et mon V2 va être de 11 pour le HCl. Donc, si on fait le calcul, vous pouvez vérifier par vous-même. Ça nous donne 0,545 mol par litre pour le NaOH et 0,018 mol par litre pour le HCl. Les ions neutres, on n'en tient pas compte étant donné qu'ils ne vont pas affecter notre pH. Donc, de sorte que les seules substances qui nous intéressent dans ce titrage-là, c'est le H+, et le OH-. Donc, on se rappelle que le H+, c'est considéré comme un acide fort. Le OH-, c'est considéré comme une base forte. Donc, tous les ions neutres, là, on les évacue. On fait comme s'ils n'étaient pas présents. Donc, ça va juste alléger notre résolution. C'est plus facile à faire. On inscrit nos nouvelles concentrations une fois la dilution prise en compte. Comme on a un acide fort avec une base forte, bien, les deux vont réagir ensemble. On va mettre une seule flèche, étant donné qu'au moins un des réactifs est fort. Donc, dans ce cas-ci, les deux sont forts. On va faire notre tableau IRF, donc avec les nouvelles concentrations, donc H+ 0,018, OH- 0,545. Le plus petit des deux réactifs va disparaître au complet. Donc, dans ce cas-ci, c'est le H+. C'est ce que j'ai indiqué sur ma ligne R de mon tableau. L'eau, j'en tiens pas compte, c'est un liquide pur, donc il ne fait pas partie de nos calculs. Et on se retrouve finalement avec un excès de OH-, 0,527 mol par litre, de sorte qu'on va pouvoir mesurer le pOH. Donc, on se rappelle que pOH, c'est moins log de OH-. On plug ça dans notre formule. On se retrouve avec un pOH de 0,29. Comme ce qu'on veut mesurer, ce n'est pas le pOH, mais le pH, on fait 14 moins 0,29, ce qui nous donne un pH de 13,71, qu'on va aller transposer dans notre courbe potentiométrique, ici. Donc, on se rend compte qu'au début du titrage, le pH baisse, ce qui est normal, mais il baisse très, 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 très lentement. Donc, c'est une façon de reconnaître ce type de titrage-là. On se rend compte que le pH baisse très lentement au départ. On va aller voir maintenant ce qui se passe au point de demi-neutralisation, donc à 15 ml. Donc, on fait comme si c'était un nouveau problème. Donc, dans notre solution, on a maintenant deux choses. 10 ml de NaOH 0.6 et 15 ml de HCl 0.2. On identifie nos substances, donc même chose que tantôt, acide fort, base forte. Comme c'est des substances fortes, on les dissocie tout de suite en Na+, OH-, H+, et Cl-. On redéfinit la nature de nos ions. Donc, Na+, c'est neutre, OH-,
base forte, H+, acide fort, Cl-, ion neutre. Comme on a changé le volume du milieu réactionnel, mais mes concentrations vont changer. Donc, on fait un nouveau C1V1 est égal à C2V2 en tenant compte que mon volume 2, donc mon volume total, maintenant, c'est rendu 25 millilitres. Donc, on se rend compte qu'on a 0,240 mol par litre pour le NaOH et 0,120 mol par litre pour le HCl. On se rend compte que le HCl est la moitié du NaOH, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est même ce qu'on souhaite, étant donné qu'on est au point de demi-neutralisation. Donc, si ce n'était pas le cas, ça nous indiquerait qu'on a fait une erreur dans nos calculs à quelque part. Donc, il faut absolument qu'au point de demi-neutralisation, la concentration du titrant soit la moitié de la concentration de l'analyte. Ça va? Donc, sinon, refaites vos calculs, il y a un problème. On enlève les ions neutres étant donné qu'ils n'ont pas d'impact sur notre pH, de sorte que les deux substances qui nous intéressent, c'est le H+ et le OH-. H+, acide fort, OH-, base forte. On inscrit nos nouvelles concentrations dans le milieu réactionnel. La réaction va se produire entre l'acide fort et la base forte avec une seule flèche, donc c'est ce que j'indique ici. On inscrit nos concentrations sur la ligne initiale. Le plus petit des deux va disparaître, donc dans ce cas-ci, c'est le H+ qui va s'en aller. Et on se retrouve encore une fois avec un excès de OH- au point de demi-neutralisation. Comme on a un excès de OH-, on peut trouver le pOH, donc en faisant moins log des OH-. Donc on a un pOH de 0,92. Et comme on veut calculer maintenant le pH, on fait 14 moins pOH, ce qui nous donne un pH de 13,08. Donc on voit que tranquillement le pH baisse, ce qui est logique, mais il baisse très lentement. Donc on va aller transposer cette donnée-là dans notre titrage potentiométrique ici. Donc on voit là, c'est une descente très, très graduelle du pH, déjà pour les 15 premiers millilitres. On va aller voir ce qui se passe maintenant juste avant le point d'équivalence. Donc, on se rappelle que le point d'équivalence est à 30. On va aller voir juste avant, donc à 29. Donc, encore une fois, un nouveau problème. On a deux choses dans notre milieu réactionnel. 10 ml de NaOH et 29 ml de HCl. On identifie les substances, donc même principe que tantôt, base forte, acide fort. Donc, comme c'est fort, on les dissocie tout de suite en Na+, OH-, H+, et Cl-. On identifie maintenant je te perds la voix. On identifie maintenant nos ions, donc Na+, neutre, OH-, base forte, H+, acide fort, et Cl-, ion neutre. Nos concentrations vont changer, étant donné que notre volume total est maintenant rendu de 39 millilitres. On effectue le C1V1 est égal à C2V2, donc pour chaque substance. Donc, on a 0,154 mol par litre pour le NaOH et 0,149 mol par litre pour le HCl. Les ions neutres, on n'en tient pas compte, de sorte que les deux seules substances qui nous intéressent, c'est le H+ et le OH-. On inscrit nos nouvelles concentrations, donc 0,149 mol par litre pour le H+, 0,154 mol par litre pour le OH-. Les deux substances, donc c'est un acide avec une base, ça va réagir ensemble avec une seule flèche, étant donné qu'un des réactifs au moins est fort. On inscrit nos concentrations sur la ligne I, de sorte que le plus petit des deux va disparaître, donc dans ce cas-ci, les H+, et on va se retrouver à la fin avec un excès de OH-, donc dans ce cas-ci de 0,005 mol par litre. On calcule notre pOH avec l'excès de OH-, donc on a un pOH de 2,30. Et pour trouver le pH, on fait 14 moins 2,30. Donc on obtient un pH de 11,70. Cette valeur-là, on la transpose dans notre graphique. Donc on voit que le pH commence tranquillement à descendre plus rapidement. Donc plus on approche du point d'équivalence, plus la courbe s'accélère. On va aller maintenant directement sur le point d'équivalence. Donc, E. Donc, après l'ajout de 30 ml de titrant. Donc, nouveau problème. Deux substances avec deux volumes différents, deux concentrations différentes. Donc, 10 ml et 30 ml.
On identifie nos substances, base forte, acide fort. Les substances fortes, on les dissocie tout de suite. Donc, Na+, OH-, H+, Cl-. On identifie nos ions, donc ion neutre, base forte, acide fort, ion neutre. On trouve nos nouvelles concentrations avec C1V1 est égal à C2V2, avec un volume final maintenant qui est de 40 ml. Comme on est au point d'équivalence, super important, on devrait avoir les mêmes concentrations d'acide et de base. Sinon, on a un problème, on s'est trompé quelque part. Donc, si on fait le calcul, on se rend compte qu'effectivement, on a les mêmes concentrations de base et d'acide. Même chose que dans la capsule précédente. Si jamais vous vous rendez compte dans un examen que ce n'est pas les mêmes concentrations, ben, puis vous ne trouvez pas votre erreur, ben, imposez-le. Dites, mes concentrations au point d'équivalence devraient être pareilles. Ce n'est pas le cas. J'impose qu'ils soient pareils, puis vous continuez le problème. Au moins, ça montre que vous avez compris le principe du point d'équivalence. On garde seulement que les. Donc, je marque ici, le point d'équivalence, donc c'est les mêmes concentrations. On garde uniquement ce qui nous intéresse, donc base forte et acide fort. Donc H+ avec OH-, acide fort, base forte, avec les nouvelles concentrations qui sont pareilles dans ce cas-ci. On écrit notre réaction avec notre tableau IRF. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 0,150, 0,150. Les deux concentrations sont identiques, donc les deux vont disparaître complètement. De sorte qu'on se retrouve avec 0 H+, 0 OH- et de l'eau. Si on calculait le pOH ou le pH, bien, ça ferait moins log de OH-, donc moins log de 0, ce qui nous donne une erreur sur la calculatrice. Parce qu'un log de 0, ça ne se peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, dans notre solution, qu'est-ce qui nous reste? On n'a plus de H+, on n'a plus de OH-, il nous reste de l'eau et des ions neutres. On se rappelle que le pH de l'eau, c'est 7. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, à ce point-ci, ce qu'on va utiliser comme valeur de pH, c'est le pH de l'eau. Donc, 7, qu'on va aller transposer dans notre graphique ici. Donc, on voit là qu'au point d'équivalence, c'est là que ça se met à baisser de façon drastique. On va aller voir ce qui se passe un petit peu après le point d'équivalence, donc à 31 ml. Donc, nouveau problème. On regarde dans notre milieu réactionnel, on a deux substances. 10 ml de NaOH, 31 ml de HCl. On identifie nos substances, donc base forte, acide fort. On dissocie nos forts, donc Na+, OH-, H+, Cl-. On identifie nos ions, donc ion neutre, base forte, acide fort, ion neutre. Et on trouve nos nouvelles concentrations avec un volume final maintenant qui est de 41 ml. Donc, de sorte qu'on a 0,146 mol par litre de NaOH et 0,151 mol par litre de HCl. On garde seulement ce qui nous intéresse, donc les H+ et les OH-. H+, c'est un acide fort, OH- qui est une base forte, avec leurs concentrations respectives. On écrit la réaction entre les deux. Donc, H++ plus OH- donne H2O. On inscrit les valeurs de nos concentrations sur la ligne initiale. Le plus petit des deux va disparaître. Donc, on est passé le point d'équivalence. Donc, ce qu'on va avoir, c'est le OH- maintenant qui va disparaître au complet. Et on va se retrouver avec un excès de H+. Excusez pour la voix. Donc, on a le tableau IRF ici. Donc, on a un excès de H+, dans ce cas-ci, de 0,05 mol par litre. Donc, comme on a déjà nos H+ finaux, donc on peut directement trouver notre pH en faisant pH qui est moins log de H3O+, ou H+, c'est la même chose, H+, H3O+. Donc, moins log de 0,005. Donc, on a un pH maintenant de 2,30 qu'on va aller transposer dans notre graphique ici. Donc, on voit qu'au point d'équivalence, ou autour du point d'équivalence, donc c'est stable, c'est stable, c'est stable, puis là, ça chute drastiquement autour du point d'équivalence. Donc, c'est pour ça, lorsque vous faites votre titrage, il s'agit que vous mettiez une goutte, là, puis ça passe de transparent à rose, de rose à transparent. Là, donc, ça ne prend pas beaucoup pour varier beaucoup votre pH. Dernier pH, donc on va aller voir maintenant beaucoup plus loin. Donc, j'ai pris dans ce cas-ci arbitrairement un volume de 60 ml. Donc, dernier cas, on a dans notre milieu réactionnel deux substances, 10 ml de NaOH, 60 ml de HCl, 0,2. On identifie nos substances, on dissocie les phares, on identifie nos ions.
Donc, neutre, base forte, acide fort, ion neutre. On trouve notre nouvelle concentration. Dans ce cas-ci, le volume total est de 70 millilitres. Donc, on a une concentration de 0,086 et de 0,171. On garde uniquement ce qui nous intéresse, donc H+, OH-, qui sont des acides forts et bases fortes, avec leurs concentrations respectives. On va créer la réaction entre l'acide fort et la base forte avec une seule flèche qui va donner de l'eau. On écrit nos nouvelles concentrations sur la ligne initiale. On fait disparaître le plus petit des deux, donc 0,086, de sorte qu'on se retrouve avec un excès de H+, dans notre milieu réactionnel. On peut trouver notre pH en faisant moins log des H+, donc moins log de 0,624, ce qui nous donne un pH de 2,05 qu'on va aller transposer dans notre graphique ici. Donc, mon graphique n'est pas tout à fait à l'échelle, mais vous comprenez quand même l'idée de base. Là. Donc, c'est stable, ça chute drastiquement, puis ça se stabilise par la suite. Donc, vous avez un exemple plus probant de à quoi ça peut ressembler lorsque vous faites un titrage au labo. Donc, vous avez le titrage d'une base forte par un acide fort. Donc, on voit que le pH au début descend très, 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 très lentement, chute drastique au point d'équivalence et ça se stabilise par la suite. Chose importante, il n'y a aucun moment dans ce titrage-là qu'il y a une solution tampon, étant donné que pour avoir une solution tampon, ça prend un acide faible avec sa base faible conjuguée ou sa base faible avec son acide faible conjugué. Et on a toujours été, dans ce cas-ci, en présence de substances fortes. Donc, il n'y avait aucune substance faible. Donc, il n'y a aucune solution tampon dans ce titrage-là. Autre chose importante, au point d'équivalence, on a un pH de 7, étant donné que c'est le pH de l'eau qu'on a au point d'équivalence. Donc, ça termine la capsule concernant le titrage d'une base forte par un acide fort. Donc, il nous reste deux cas à voir. Donc, acide faible par base forte et base faible par acide fort. Donc, je vous invite encore une fois à m'écrire si vous avez des commentaires ou des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne chance et à la prochaine.